Salut! Bon, apparemment, vous aimez les tops et les classements, puisque ma vidéo sur mon top 10 de mes films d'horreur préférés est devenue ma vidéo numéro 1 en termes de visionnage. Merci à tous. Et comme il faut faire plaisir à ses abonnés, eh bien me revoilà avec un nouveau top 10 consacré cette fois-ci au réalisateur italien Lucio Fulci. Alors je ne sais pas si c'est mon réalisateur préféré. En fait, je pense que je n'ai pas de réalisateur préféré parce que j'aime énormément de nombreux films, de diverses filmographies de réalisateurs. Et dans chaque filmographie, forcément, il y a à boire et à manger. À part peut-être chez Stanley Kubrick. Bon, en tout cas, moi, Lucio Fulci, c'est vraiment un réalisateur que j'adore. J'ai vu un nombre non négligeable de ses films, d'où ce top. J'ai d'ailleurs rédigé un numéro de mon fanzine, Toutes les couleurs du bis, avec l'aide du regretté Gilles Vanier, salut Gilou, du site psychovision.net. Lui qui avait vu tous les premiers films de Fulci, donc les films musicaux et les comédies avec le duo Franco Franchi et Ciccio Ingrassia. Et ensemble, on avait donc chroniqué l'intégralité de la filmographie de Fulci. Alors, comme déjà dit, on a aussi à boire et à manger au sein de la filmo de Fulci. Sa fin de carrière, à cause d'une longue maladie, n'est pas très glorieuse, loin s'en faut. Mais rien que les 10 titres que je vous ai choisis pour ce top suffisent à le considérer comme un réalisateur très important pour le cinéma de genre, parce qu'il est à l'origine d'œuvres réellement marquantes et qui continuent, même en 2026, à ravir les fans de cinéma bis et les cinéphiles, pour qui le cinéma d'horreur ne se résume pas à Conjuring et consorts. Allez, c'est parti pour mon top 10 sur Lucio Fulci, qui est né en juin 1927 et qui est décédé en mars 1996. Alors comme d'hab, je ne vais pas vous décortiquer les films que je vous ai sélectionnés, je vous dis juste pourquoi je les ai choisis, ce que j'ai aimé dans ces derniers, et ce qui sera intéressant surtout, c'est que vous veniez commenter ce top, en discuter, et me dire, vous, quels sont vos Lucio Fulci préférés. Allez, on y va! En film 10, je démarre avec une comédie de 1976, On a demandé la main de ma sœur, que je possède en VHS sous le titre plus explicite de Juge ou putain. Alors c'est une comédie avec Edwige Fenech, là je vois vos yeux s'enflammer, et en plus l'actrice, elle joue un double rôle. Elle interprète donc Viola Orlando, qui est la présidente du tribunal d'une petite ville d'Italie. Alors tout se passe bien pour elle, jusqu'à ce que sa sœur jumelle, Rosa, ne débarque dans la même ville. Et alors cette dernière, c'est tout son opposé. Rosa, elle mène une vie des plus délurées, et elle va venir semer la zizanie dans la vie de sa sœur, qui elle est droite et rigoureuse. Alors vous vous en doutez, on va avoir donc pléthore de quiproquos, puisque les habitants, les personnages vont croire avoir affaire à Viola, alors que ce sera Rosa, et vice versa. C'est donc du comique de situation qui fonctionne très très bien, qui est vraiment très drôle, et qui se focalise sur la beauté d'Edwige, avec des touches d'érotisme assez régulières, ce qui ne gâche rien, vous en conviendrez. Alors oui, ce film peut être considéré comme mineur dans la filmographie de Lucio Fulci, mais vraiment, c'est une comédie qui fonctionne du feu de Dieu, c'est un vaudeville façon sexy comédie à l'italienne, et vu qu'on peut admirer Edwige sous toutes ses coutures, avouons qu'il y a quand même pire comme supplice cinématographique. Ça prouve en plus que Lucio Fulci, il était vraiment à l'aise dans tous les genres auxquels il a touché. Donc, messieurs les éditeurs, n'hésitez pas à nous sortir On a demandé la main de ma sœur en DVD ou en Blu-ray. Ce serait fortement apprécié. Dottoressa Orlando. I paesi più evoluti se sogna. Dottoressa. La frota Pavarin, se il carneval del Sia stomaco urgente. è il nettare dell'intestino. Modestamente Con l'ho fatto permesso. tutto mio. Anche allo slogan. Grazie. Ma io ho la sensazione... Mi perdoni se mi sono permesso, ma è arrivato un telegramma urgente per me. La gente non ci crede più, Cosa dice? Lo che venga a vedere il mio allevamento. Sì, non dico questo, dico che la gente è più colpita, insomma, da una frase brillante e surreale che non dall'elogio del prodotto che le scopre. Domani cambio Scusi, scopo. sa, ecco. Sì, prego, Qualche brutta notizia, signor Pretore? No, niente di importante. Potrei telefonare. Sì.
Sì, sì, da quella Questo è parte. uno sfilettato di benvenuto. Oh, grazie. Il telefono sei in quello studio lì, quello degli Arassi. Ma che bontà. Sì, ma... Ancora Cara donna Piovanni. Pronto? Vorrei parlare con la signorina Rosa Orlando, per favore. Sì, aspetto. Signorina Orlando? Sì, La vogliono al telefono. grazie. Pronto, Viola? Sei tu, amore? Mi ha lasciata. Chi è stato questa volta? Ma come chi? Il batterista dei Blue Boys, no? L'avevo conosciuto un mese fa a Cesenatico. E io cosa dovrei fare? Come cosa dovresti fare? Sono disperata. Io amavo così tanto. Era così bello, così maschio. Come tutti gli altri. No, di più, molto di più. Almeno il doppio. Viola, sono disperata. Sono pronta a fare una sciocchezza, veramente, sai. Mi ha lasciata sola e nei guai. E con il conto dell'albergo da pagare. Ma non è possibile, non cambierai mai. Ho capito, ti ammazzi. Va bene, arrivo appena posso. Ma sei pazzo con tutta quella gente di là? Non c'è più nessuno, sono andati via tutti. E tuo suocero? Ah, mio suocero che porta tutti a salutare le sue galline. Le sue, le tue, quelle di tua moglie. Così non se ne parla più del divorzio, vero? Sei mica diventata gelosa anche di Ruspanti adesso? Ma dai, scusa, è il mio lavoro, ma cosa devo fare, santo cielo? Ho 120 famiglie da mantenere. Tutte le settimane arrivano lì con la mano tesa a chiedere sgay ostrega. E il mio suocero paga. Devi cercare anche di capire, tesoro mio, no? Alors en numéro 9, j'ai choisi L'Emmurée vivante qui date de 1977. On y suit Virginia, une jeune femme qui a des visions depuis qu'elle est enfant, des visions qui correspondent au final à la réalité. Voulant faire une surprise à son mari en rénovant une ancienne demeure qui lui appartient, Virginia, elle retrouve certains détails qu'elle a eu d'une nouvelle vision dans une pièce inhabitée depuis longtemps. Elle est troublée et elle décide d'abattre un mur de cette pièce et là, elle met à jour un cadavre. La police parvient à identifier le squelette comme étant celui d'une jeune fille de 25 ans. On a le mari de Virginia qui revient pour élucider cette affaire et il avoue qu'il la connaissait, cette jeune fille, c'était une ancienne conquête. Il devient le suspect numéro 1, il est donc placé sous les verrous et Virginia, avec l'aide de son ami parapsychologue Lucas, elle va décider de mener sa propre enquête afin de faire libérer son mari. Ces visions, ils parviennent à faire avancer l'affaire et on a les pièces du puzzle qui s'assemblent de plus en plus. Alors avec L'Emmurée vivante, on a affaire à un très bon film de Lucio Fulci que j'ai déjà vu 3 ou 4 fois pour ma part. Alors, il ne contient quasiment aucune scène sanglante, hormis la scène d'introduction. Mais c'est une œuvre qui installe avant tout une atmosphère particulièrement macabre, un classique chez Fulci, et un suspense surtout très bien soutenu. On a l'enquête menée par Virginia qui tient le spectateur en haleine, qui lui aussi veut découvrir la clé de ce puzzle infernal. Alors, telle une histoire d'Hercule Poirot, mixée à la sauce Edgar Poe, les pièces du dit puzzle ils vont s'imbriquer de façon régulière, et le spectateur, il commence à comprendre l'horrible affaire qui s'est déroulée dans cette pièce mystérieuse. Donc on a de nombreux rebondissements, on a une très bonne interprétation de Jennifer O'Neill, qui porte le film sur ses épaules, et on a donc une ambiance assez morbide.
En gros, c'est L'Emmurée vivante, c'est un mélange entre film policier, film d'enquête et film d'épouvante, et ça fonctionne vraiment bien. C'est une belle réussite en la matière, et en plus, même en connaissant la fin, on prend le plaisir à le revoir. Donc, n'hésitez pas. Every 10 or 15 years, a film is produced that is so overwhelming, so forceful in its impact, that it becomes deeply embedded in the mind and changes for all time those who see it. We think The Psychic is such a film. Its intensity may be more than some wish to be exposed to, and those people should be forewarned. Just imagine how frightening it is to suddenly find that you can see into the future, and how much more terrifying it is to see in that future your own murder. And then, worst of all, no one will believe you. Jennifer O'Neill is the psychic. En 8e position, on trouve le western spaghetti Le Temps du massacre, le premier des 3 westerns que réalisera Lucio Fulci. Alors c'est un film de 1966 et il s'avère capital pour qui est fan du maestro italien, puisque c'est la première fois qu'il délaisse la comédie et les films musicaux. Le film nous présente le chercheur d'or Tom Corbett, qui revient dans sa ville natale suite à un message assez alarmiste d'un ami de la famille. Il découvre que le ranch familial n'appartient plus à son frère, mais à un dénommé Scott qui tyrannise la ville entière à l'aide de son fils, un vrai psychopathe notoire, sadique et cruel. Alors Tom va tenter de rétablir la justice et de faire chuter la famille Scott. Et avec Le Temps du massacre, on a donc Lucio Fulci qui nous livre une œuvre sombre, brutale, ultra-violente, désenchantée, et qui utilise à bon escient l'acteur Franco Nero, la star de Django, qui est sorti la même année. Alors si la relation entre les deux frères elle est bien retranscrite, c'est bel et bien la dimension de cruauté et de brutalité qui transpire de la pellicule, avec la prestation de l'acteur Nino Castelnuovo, qui nous livre des séquences d'un sadisme sans concession, comme la scène où il assène un grand nombre de coups de fouet à Franco Nero, ou celle où il abat froidement, sans sourciller, le fils d'une famille qui voulait fuir la ville. Alors c'est vraiment un changement radical pour Fulci en 66, qui respecte les codes du genre, on a une introduction magistrale, un héros au cœur pur, des bandits cruels, des duels, un thème musical chanté, et j'en passe, tous les ingrédients du western spaghetti. Donc c'est un vrai coup de maître pour son 17e film, le premier donc, qui n'est pas une comédie, et je vous le conseille vivement.
1,000 miles you rode alone, all alone, the long alleyway, in the linear anywhere. You'll come back home someday. You'll come back home someday. Steal your gold and fill your eyes. No story show the way, and no one will hear your praise. You'll come back home someday. You'll come back home someday. No story show the way, and no one will hear your prayer. You'll come back home someday. You'll come back home someday. You went away forever. En film 7, on a Le Venin de la Peur, un film de 1971 qui est encore une fois une pure réussite. On a le personnage de Carole qui passe ses nuits à rêver de sa voisine, la belle Julia, des rêves qui sont souvent de nature érotique. Et pour le psychiatre de Carole, ces rêves représentent la fascination qu'éprouve la jeune femme vis-à-vis de la vie de débauche de Julia. Alors lors d'une nouvelle vision, Carole, elle se voit en train de la poignarder à l'aide d'un coup de papier, et le lendemain, la jeune femme, elle apprend par la police que sa voisine a été tuée dans son appartement. Sur les lieux du crime, les enquêteurs y retrouvent le manteau de Carole, ainsi qu'évidemment le coup de papier qui lui appartient. Célèbre avocat, le père de Carole va tenter de disculper sa fille. Wow, quelle claque! Alors avec Le Venin de la Peur, Lucio Fulci frappe un grand coup avec cet excellent giallo qui se hisse d'emblée parmi les meilleurs du genre pour ma part. Rien que la séquence d'introduction avec les visions de Carole, ça nous embarque dans une ambiance onirique et psychédélique, magnifiée par une très très bonne mise en scène. Alors tout le reste est à l'avenant, et en particulier le scénario machiavélique, qui nous fait tourner en bourrique, et bien malin celui qui saura dégripper les rouages de l'enquête avant la police. Alors dans Le Venin de la Peur, on est sans cesse ballotté entre les visions de Carole, qui nous permettent d'admirer les physiques plutôt parfaits d'Anita Strindberg et de Florinda Bolkan, l'enquête de la police et les interventions des protagonistes gravitant autour de Carole, et qui semblent tous avoir quelque chose à cacher, vous verrez. Alors le personnage de Carole, il est très bien écrit, et sa descente aux enfers, elle semble ne jamais devoir s'arrêter. Il y a toujours un rebondissement qui fait que la vie de Carole est menacée, et chaque nouveau détail dévoilé au cours de l'enquête, ça nous tient en haleine, et ça vient à chaque fois contrecarrer notre analyse des faits. Tout semble possible dans ce film, les mobiles ne manquent pas, et à un moment, on ne sait même plus sur quel pied danser. Alors, Le Venin de la Peur, ça propose pas mal de scènes intenses en suspense. On a une poursuite dans une petite église abandonnée, par exemple. C'est un film, c'est une œuvre vraiment très aboutie, et ce, dans tous les domaines. On y trouve une bonne ambiance fantasmagorique. On a de l'érotisme, quelques touches de gore, du psychédélisme, une critique de la bourgeoisie et du milieu hippie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des personnages donc tous plus louches les uns que les autres, et on a une partition musicale vraiment adéquate. En clair, Le Venin de la Peur, c'est un film à découvrir d'urgence pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Terror. Biting, clawing, gnawing its way into your brain. She was standing there in front of me.
enough our coat. So, she takes it off. Not a bloody stitch off. Hate, as personal as your own pulse. I didn't kill her. Alors en film 6, j'ai sélectionné le film au titre français le plus débile, La longue nuit de l'exorcisme. Donc on se demande encore où est-ce que celui qui a pondu un titre aussi bête a vu un exorcisme dans ce film. Bref. Alors ça parle de quoi? Eh bien on a des meurtres visant des enfants qui sont commis dans un petit village du sud de l'Italie. On a une équipe de police qui est dépêchée sur place afin de mener l'enquête. On a aussi un journaliste d'un grand quotidien qui va également tenter de résoudre cette sordide affaire de meurtre et qui va mettre en exergue les préjugés au sein de la communauté, qui va faire sa propre justice. Alors voilà certainement le film le plus horrible et le plus choquant de Lucio Fulci, pas spécialement en termes de violence visuelle, même s'il y en a, comme le meurtre assez insoutenable d'une pauvre campagnarde qui n'a rien demandé et qui est mise à mort à coups de bâton et de chaîne, vous verrez. Mais voilà, surtout par sa thématique, à savoir le meurtre d'enfants. Voir tous ces corps chétifs inanimés, cet enfant noyé dans un lavoir, ces petits squelettes qu'on va déterrer, franchement, ça fait froid dans le dos. Leur seul crime, être allé regarder des prostituées accomplir leur job auprès des villageois, sont donc des enfants sacrifiés au nom de principes moraux et surtout religieux, ce qui permet à Fulci d'égratigner la religion, ce qu'il a fait tout au long de sa carrière. Le réalisateur y joue aussi avec la superstition et l'influençabilité des villageois, qui trouveront en l'idiot du village et la sorcière deux boucs émissaires tout désignés. Niveau casting, on trouve Thomas Milian, on a la belle Barbara Boucher, on a Florinda Bolkan et Marc Porel, qui assurent tous en termes de jeu d'acteur, avec son décor rural, ses influences puisées dans le giallo, ses images chocs et son atmosphère vraiment lourde et vraiment malsaine. La longue nuit de l'exorcisme, c'est vraiment à mettre au panthéon de la filmographie de Fulci. C'est un film immanquable. Ho fatto 3 figure con la cera. Poi le ho dipinte di nero. Perché quella è la fattura di morte. E le ho prese e le ho passate da parte a parte con gli spilli. E questo bisogna farlo 13 volte mentre si dicono a voce alta le parole che bisogna dire per comandare i diavoli. 13 diavoli entrano così nel corpo di uno dalla bocca e dopo lui fa tutto. Uno chi? Uno qualunque, maschio o femmina. Il fatto nuovo è avvenuto poco fa. Sembra infatti che il padre del ragazzo abbia ricevuto una telefonata anonima, sì, con la richiesta di una forte somma quale riscatto. Che cosa preferisci? I soldi o un bacio? Non sai che hanno ucciso un altro ragazzo?
cosa certa è che loro adesso hanno di nuovo paura. Mi avevate domandato di donna Aurelia Vallone e quella là con la bambina in braccio. Non le volevi regalare una bambola? Sì, ma facevano tutte schifo. L'unico decente era quel paperino. È qui. È qui. È qui. È qui. Lo sento. È qui! L'assassino è qui! È qui! L'assassino è qui! È qui! Lo sento! È qui! Allez, on s'attaque au top 5 qui va certainement moins vous surprendre, puisqu'on va parler ici des classiques archi connus de Lucio Fulci. Et en 5e place, je mets l'excellent L'Enfer des Zombies, un produit assez mercantile au départ, puisque le but était de surfer sur le succès du zombie de George Romero, et qui a même été intitulé en Italie Zombie 2. Ah, sacrés Italiens. Alors reste que L'Enfer des Zombies, il a su se démarquer radicalement du film de Romero, puisqu'il place son histoire dans les îles Caraïbes, où le docteur Ménard fait état de phénomènes inexpliqués, comme le fait que les morts reviennent à la vie. Et ces derniers, vous verrez, ils n'ont pas la peau bleutée, ils sont chez Fulci décharnés, gangrénés, répugnants, de vrais cadavres ambulants qui provoquent le dégoût. Alors pour son premier film d'horreur réalisé en 1979, Fulci frappe très fort et revient à l'origine du mythe, à savoir le vaudou. C'est cette pratique qui va servir de postulat explicatif dans L'Enfer des Zombies, et c'est une bonne idée des scénaristes Dardano Sacchetti et de sa femme Elisa Briganti, qui vont donc pouvoir situer la majorité de l'action du film sur une petite île perdue au milieu de l'océan, une île propice au mélange des genres voulu par la production, à savoir aventure et gore. Le dépaysement, il est en effet garanti, puisque le tournage a eu lieu sur l'île de Saint-Domingue, et le côté paradisiaque de l'endroit va vite être mis à mal par un Lucio Fulci très en forme au niveau des trouvailles visuelles. Alors avec peu de moyens, il réussit à créer un climat angoissant en utilisant notamment les sonorités des tambours haïtiens qui sont présentes à de nombreuses reprises dans le film et qui caractérisent une menace insidieuse. Alors, le décor lui sert également à peaufiner une ambiance macabre, que ce soit la petite église qui sert d'infirmerie au docteur Ménard, ou la plage et ses palmiers qui, baignés dans la brume, ils vont perdre rapidement de leur charme et se révéler bien effrayants, surtout quand déambulent en plein milieu, comme venus de nulle part, des silhouettes avançant avec peine et qui sont autant de cadavres fraîchement sortis de terre, dont on connaît évidemment la dangerosité et l'insatiable appétit de chair humaine. Alors bien sûr, si L'Enfer des Zombies a connu un succès mondial et est devenu totalement culte auprès des fans, c'est également grâce à ses séquences gore qui ont alarmé Dame Censure à l'époque, au point que cette dernière a exigé de nombreuses coupes, privant le film de tout son potentiel. Comme l'ont peut-être constaté désemparés les fans qui ont enregistré la version française diffusée sur Canal+ à l'époque, j'en ai moi-même fait la triste expérience, heureusement que j'ai pu réenregistrer par-dessus la version originale sous-titrée qui était en version intégrale.
On citera bien sûr l'horrible scène de l'écharpe dans l'œil, le festin anthropophage sur le corps de la femme du docteur Ménard, on a des gorges déchiquetées à grands coups de dents, et on a de nombreux impacts de balles sur les zombies. Donc le tout accompagné par la partition musicale de Fabio Frizzi et de Giorgio Cascio, dont le thème principal est un vrai petit classique en puissance. Donc pour sa première incursion dans l'horreur pure et dure, on peut dire que Lucio Fulci a parfaitement rempli le cahier des charges et il nous a offert et a offert au film de mort-vivant un très bel écrin qui continue toujours de faire son petit effet. Un classique. Oh, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un à bord? On dirait qu'il est abandonné. Si tu bouges, je te flingue. Reste où tu es. Oui, c'est bien le voilier de mon père. Et où se trouve-t-il pour l'instant? Nous voulons nous rendre à Matoul. Nous sommes à la recherche de son père. Les dernières nouvelles venaient de là-bas. Matoul, c'est une île que tout le monde évite. On dit qu'elle est maudite. Moi, je saurais leur dire ce que tu fais ici. Que c'est toi le fou dans cette histoire. Une espèce de fou qui s'imagine. Oh! Mais de quelle maladie est mort mon père? Quel est donc le secret de cette île? Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de morts qui reviennent à la vie et que l'on doit tuer une seconde fois? Il circule sur cette île de fantastiques légendes. Légendes de vaudou et de zombies. Ma femme en était terrorisée. Lucas ne sait pas, mais le père de mon père disait « Quand la terre recrachera ses morts, tu vivras l'horreur de tes péchés. » J'ai peur, tu sais. J'ai peur que l'on ne puisse jamais quitter l'île. Docteur, les morts reviennent à la vie. Ils envahissent l'île. Quand les morts reviennent à la vie, le monde entier tremble. En quatrième position, on trouve un autre classique, L'Au-delà, réalisé en 1981. Il est souvent considéré comme le meilleur film de Lucio Fulci, mais pas par moi. On va y suivre Lisa, qui hérite d'un vieil hôtel abandonné à la Nouvelle-Orléans. Elle décide de le faire rénover, mais très vite, on a d'étranges incidents qui se produisent. Elle fait la rencontre d'Emily, une jeune fille aveugle qui l'a mis en garde contre les dangers inhérents au passé de l'hôtel. Et elle rencontre aussi le docteur John McCabe qui va tenter de l'aider à résoudre le mystère entourant cette vieille bâtisse et la chambre 36 plus particulièrement. Alors Lisa et John ils vont découvrir l'existence du livre d'Ebon, un ouvrage de sorcellerie qui prétend que 7 portes menant aux enfers seraient disséminées sur Terre. Malheureusement, l'hôtel dont a hérité Lisa serait l'une d'entre elles. Alors sur ce postulat diabolique, Fulci va enchaîner les scènes gore qui étaient certainement ce qui se faisait de plus horrible à l'époque de sa sortie. Fulci a été marqué par le Inferno de Dario Argento sorti en 1980 et par la structure non sensique de ce dernier. Et il va faire un peu de même dans l'au-delà. Vous verrez, le film il enchaîne les séquences abominables sans véritablement lien entre elles. L'histoire en elle-même, elle n'a pas de réelle logique. Elle pourra paraître un peu fouillie, un peu décousue par les spectateurs.
C'est une histoire qui emprunte de nombreuses références à une multitude de films. On peut citer Shining, Inferno, La Sentinelle des Maudits, Carnival of Souls, Les Diaboliques, ainsi qu'au célèbre écrivain Howard Philip Lovecraft, bien sûr, avec le livre des Bonnes, un livre qui est présent dans 4 nouvelles du Maître de Providence. Malgré les horreurs proposées, Fulci compose des plans absolument magnifiques dans l'au-delà. On ne l'a pas appelé le poète du macabre pour rien. Le final, il est absolument grandiose et d'une redoutable efficacité. C'est un film d'horreur de référence qui possède quelques défauts, mais qui reste vraiment un pionnier, une référence dans le genre. Impossible de ne pas visionner l'au-delà. You are Liza, aren't you? Yes. My name is Emily. I've been looking for you. Go back to where you came from and hurry. Leave this place. "60 years ago, everybody in this hotel disappeared. Every last person. A painter called Spike, who lived here, closeted in his room, had found a key. Tell me, with all those accidents, you think you'll give it up now? I couldn't do that if I wanted to. Well, I won't give in. Who else is here? There's nobody here. I can feel a presence. Somebody else is in here. Oh, some weird story that Emily told me about room 36. Emily? Who's Emily? The blind girl that lives in the old house by the crossroads. No, Spike! Go away! I don't want to go back! The girl that lives in the old house by the crossroads. Yes! That house has been abandoned for the last 50 years. But that's not true. It's not possible. I was there. This house was constructed on one of the... Woe be unto him who opens one of the 7 gateways to hell, because through that gateway, evil will invade the world. Allez, sur le podium, on trouve l'emblématique La Maison près du cimetière, réalisé lui aussi en 1981. Alors là, on va suivre une famille qui s'installe dans une immense demeure ayant appartenu au docteur Freudstein. Le mari doit poursuivre les travaux du professeur Petersen, dont l'objet de recherche était justement ce mystérieux docteur Freudstein. Peu après l'installation de la famille, on a des bruits étranges, assez bizarres, qui semblent provenir de la cave. Alors La Maison près du cimetière, c'est un film vraiment étonnant, qui débute direct par une scène gore, pour ensuite abandonner tout excès de violence,
il préfère développer une atmosphère horrifique qui va susciter la peur et l'angoisse. Fulci va jouer avec les bruits, les sons, le décor de la maison pour sublimer, pour faire monter la tension. Et même si nous, spectateurs, on a une petite longueur d'avance par rapport au personnage, parce qu'on a vu la scène introductive justement, ça n'empêche pas l'ambiance instaurée de fonctionner à plein régime. On retrouve à nouveau la belle Catriona McCall, qui est parfaite en épouse sombrant dans la dépression et dans la folie. Alors oui, la maison près du cimetière, il est nettement moins gore que l'enfer des zombies, que Frayeur ou que l'au-delà. Mais pour moi, il n'en reste pas moins une flamboyante réussite de la part de Fulci, avec un final assez cauchemardesque, lorsqu'on va enfin visiter cette fameuse cave, et le look du non moins fameux Dr. Frankenstein, quel nom, sacré trouvaille, ça en fait vraiment l'un des monstres les plus charismatiques pour ma part du bestiaire du cinéma d'horreur. C'est un maquillage qu'on doit au talentueux Gianito De Rossi, bien sûr. Malgré les horreurs qui se déroulent dans le film, la maison près du cimetière, c'est pour moi assurément l'un des plus beaux films de Lucio Fulci. Et on a la superbe partition musicale de Walter Risalti qui n'est pas étrangère à cet état de fait. Là, on est vraiment dans de la poésie macabre, 5 étoiles, c'est incontournable. J'en ai assez. Je veux partir. J'ai peur de rester ici. N'y va pas! Non! 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 N'entre pas. Reste à l'extérieur. Vite, ouvre la porte, maman, il y a quelqu'un! Non! Non! Vite, il monte l'escalier! Maman, je veux sortir! Non! Non! Non, Bob. Je t'ai dit de rester à l'extérieur. Sur la seconde marche du podium, j'ai mis Beatrice Cenci, aussi connue sous le titre de Liens d'amour et de sang. C'est un film de 1969 absolument grandiose et qui est pour moi le plus beau film de Lucio Fulci, qui prouve qu'il avait vraiment un vrai talent et une vraie vision de cinéaste. Alors là, on est au XVIe siècle à Rome et on a la famille Cenci qui vit sous la tyrannie de Francesco Cenci, un noble pervers qui ne vit que pour l'argent et qui n'éprouve absolument aucune empathie pour son épouse, ses fils ou sa fille Béatrice. Cette dernière, elle va demander à son serviteur, qui est amoureux d'elle, d'assassiner son père et de faire passer le crime pour un accident. Mais malheureusement, sur dénonciation, on a la terrible Inquisition qui a vendu mes faits et qui va arrêter Béatrice et les membres de sa famille. Alors Beatrice Cenci, c'est une œuvre totalement maîtrisée, visuellement magnifique, époustouflante, et qui permet à nouveau à Fulci d'égratigner la religion et le pape lui-même, ce qui valut au film quelques soucis avec le Vatican lors de sa sortie, et ce qui a provoqué l'insuccès de l'œuvre, ce qui blessa profondément Fulci, qui s'était investi comme jamais sur un film, et qui considère Beatrice Cenci comme son préféré. C'est un film basé sur un vrai fait divers et c'est une œuvre forte, chargée d'émotions et de séquences chocs et puissantes également. On a le personnage de Francesco Cenci qui, d'un sadisme sans pareil, il se réjouit de la mort de ses fils ou sous l'emprise de l'alcool, il va carrément tenter d'avoir une relation sexuelle avec sa fille Béatrice.
C'est un drame qui met aussi en lumière les terribles exactions de l'Inquisition, une institution qui ne verra dans ce drame familial qu'un prétexte pour pouvoir torturer et mettre à mort les membres de la famille Sensi, dans le but de permettre à l'église de récupérer la fortune amassée par Francesco Sensi. Sympa l'hypocrisie. Niveau casting, on a Thomas Milian qui joue le serviteur et qui lui va subir moult tortures et sévices sadiques, pas si éloigné de ça de ce qu'on verra dans le culte La Marque du Diable l'année suivante. Et on a aussi la sublime actrice Adrienne Laroussa. Alors elle est d'une beauté à damner un saint. Alors Béatrice Sensi, c'est un vrai film féministe. C'est avant tout une ode à la liberté des femmes. Béatrice devenant un martyr face à la cruauté des hommes. C'est vraiment un film à découvrir de toute urgence si vous ne l'avez pas vu, pour voir la maîtrise de Fulci, que ce soit dans la mise en scène, la direction d'acteurs. Là vraiment c'est du très très haut niveau. Ah, c'est un film que j'ai découvert et j'ai trouvé ça sublime. Ne le ratez pas. Beatrice Cenci, 22 Jahre, römische Adelstochter. Ihr Fall und ihr außergewöhnliches Schicksal sind bis heute unvergessen. Nach den Geheimakten des Vatikans gilt sie als Mörderin ihres gierigen und verbrecherischen Vaters. Dieser schwer bewaffnete Besuch soll mich doch nur einschüchtern, damit ich Geld ausspucke. Verdammt sei der habgierige Papst Clemens und seine ganze Bagage. Ich rate Ihnen lieber auf den Satan zu fluchen, der Sie zur Sünde verleitet hat. Ihr müsstet dem Teufel im Vatikan einen Altar errichten. Aus Dankbarkeit, denn er liefert euch doch die Sünder, die ihr dann nach Herzenslust schröpfen könnt. Sehen Sie darin lieber eine strenge Erziehungsmaßnahme unserer heiligen Mutter Kirche, welche Sie da zu packen versucht, wo Sie am empfindsamsten sind, bei Ihrem Geldbeutel. Papst Clemens fängt an zu übertreiben. Erst nimmt er mir 1/3 meines Vermögens ab, dann befiehlt er, dass ich hier oben verrotte und verlangt als Krönung, dass ich auf meine geliebte Tochter verzichten soll, weil in den Klöstern immer noch nicht genug für ihn beten. Soll er sich doch selbst eine Tochter anschaffen, wenn er mehr Nonnen für die Beterei braucht. Ich hoffe, die Engel verschließen ihre Ohren vor diesen Ausbrüchen. Im Gegenteil, sie sollen sie aufsperren. Richten Sie dem Papst Folgendes von mir aus, Kardinal. Seine Heiligkeit kann wie immer auf den Gehorsam seines ergebenen Dieners Francesco Cenci rechnen. Ist Beatrice ein Opfer des tödlichen Machtkampfes zwischen dem skrupellosen Geschlecht der Cenci und der übermächtigen Kirche? Die Nackte und der Kardinal. Für mich ist das Paradies auf Erden, wo du bist. Beatrices Glück mit Olympio war nur von kurzer Dauer. Unerbittlich folgen Mord, Intrigen und die Anklage des Kardinals wegen Vatermordes. Grausame Folterungen, erzwungene Geständnisse, beispielhafter Mut eines unschuldigen Mädchens. Die Nackte und der Kardinal. Dieser Film berichtet von einer Zeit, in der weltliche und kirchliche Macht alles und der einzelne Mensch gar nichts bedeutete. Die Nackte und der Kardinal. Bon, si vous avez regardé mon top 10 de mes films d'horreur préférés,
Vous ne serez donc pas surpris de découvrir l'incroyable frayeur sur la plus haute marche du podium. Donc c'est un film que j'ai découvert en juin 86 en VHS. C'est pour moi l'œuvre ultime de Fulci. C'est un véritable film d'horreur qui respire la mort. C'est peut-être le film le plus macabre jamais réalisé. On a encore Catriona McCall qui interprète Mary, une jeune médium qui a la vision de la pendaison d'un prêtre dans la petite ville de Dunwich. C'est un acte blasphématoire qui ouvre une des portes de l'enfer, une porte qui laissera les morts envahir le monde le jour de la Toussaint. Donc avec un journaliste et 2 habitants de Dunwich, Marie, elle va devoir aller refermer cette porte infernale avant la date fatidique. Donc Frayeur, pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre d'angoisse qui dès la première seconde, avec ce cri strident et la musique incroyable de Fabio Frizzi qui démarre, ça vous place dans une ambiance morbide, franchement rarement égalée au cinéma. Visuellement, c'est très très soigné. Tout est fait pour provoquer le stress chez le spectateur, malgré un rythme assez lent, je le reconnais, mais qui pour moi est tout à fait adéquat ici. Le film, il est bardé de séquences cultes. Je vous cite vite fait la scène du cimetière où Marie est enterrée vivante dans un cercueil. Une scène avec un suspense et une tension de malade. On a évidemment les 2 séquences gore absolument incroyables, celle de la perceuse, mais surtout l'écœurante séquence où le spectre du prêtre, il fait littéralement vomir ses entrailles à une jeune fille dans une voiture. C'est hallucinant. Mais encore une fois, pour moi, la plus grande réussite de Frayeur, c'est le travail sur l'ambiance. Chaque décor, chaque détail évoque et respire la mort, que ce soit le cimetière, la ville même de Dunwich qui est tout le temps baignée dans la brume, un petit hommage à Lovecraft. On a la salle d'embaumement, les cercueils, les catacombes et j'en passe. Franchement, c'est pour moi la pièce maîtresse de l'œuvre de Fulci. Vous pouvez remballer tous vos films d'horreur mainstream contemporains. Là, avec Frayeur, là, c'est vraiment un autre niveau. Una città maledetta. La città dei morti viventi, dove le porte dell'inferno si sono spalancate. Bisogna richiudere quelle porte dannate prima che sia troppo tardi. Attenzione, qui radio DWC. Vi leggiamo un comunicato del Comando Territoriale di Polizia. Con effetto immediato è stato proclamato lo stato d'emergenza nel nostro comprensorio. Tutti i cittadini devono rientrare al più presto nelle loro abitazioni. Mettersi in contatto col comando di polizia. Si raccomanda di restare calmi e di seguire alla lettera le istruzioni Mary, ricordi di aver visto altro, oltre alla porta e alla lapide? Ho visto un prete che si uccideva. E impiccandosi proprio lui, ha spalancato le porte dell'inferno. È ancora qui! È ancora in questa casa! Lo so, lo sento che è ancora in questa casa! Lo sapevo! Voglio andarmene, voglio andarmene! Voglio andar via! Ti prego! Andiamo via! E qui in giro la sento! Sono vermi! Sono vermi!
mezzanotte. È già ogni santi. Un nemico implacabile che chiede continuamente vendetta. Eh ben voilà, vous avez découvert mon top 10 Lucio Fulci et vous n'avez plus qu'à vous procurer tout ça. Des heures de bonheur en perspective. La plupart des films sont dispo en France dans de belles éditions, que ce soit chez Artus Film ou le Chaki Film par exemple. Vous pourrez ensuite évidemment poursuivre votre exploration de l'œuvre de Lucio Fulci. N'hésitez pas par exemple à visionner ensuite Perversion Story, La guerre des gangs ou L'éventreur de New York en complément. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, ça aide toujours la chaîne, on partage. Venez me dire en commentaire quels sont vos films de Fulci préférés, ce que vous avez pensé de mon classement. Et puis, comme d'habitude, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut!